Chers élèves, bonjour, bienvenue. Heureux de vous retrouver, nous faisons ici le cours de la semaine fériée, le double cours de la semaine fériée. L'objectif est d'avancer dans le programme, faire la liaison avec ce qui suivra. Il n'y aura pas d'épreuve de 3C finale. En théorie, vous devez passer des oraux de bac de français. Ils sont en discussion. Je ne sais pas où c'en est encore. Normalement, demain, il y a une réunion qui est organisée sur les modalités de passage des bacs pour les terminales déjà. Et donc déjà pour eux, c'est un petit peu compliqué. On y verra un petit peu plus clair pour savoir qui a le bac, qui n'a pas le bac, qui doit passer à l'oral, comment devront être organisés les oraux du bac pour le rattrapage, puisqu'il n'y aura pas d'épreuve écrite. Voilà, donc tout ça, c'est quand même encore un petit peu confus, et dès qu'on en sait plus, eh bien, nous vous éclairerons. En tout cas, moi, le travail que je continue à vous demander de faire, c'est de prendre la trace écrite de ces cours, de m'envoyer les photos sur l'adresse La Poste, et partant de là, ça me servira de base pour l'appréciation du 3e trimestre, et surtout, et c'est là que c'est important, remplir le livret scolaire, le fameux livret scolaire qui est étudié au moment des passages des baccalauréats pour savoir si on donne une mention ou si on permet à l'élève d'aller au rattrapage, donc c'est important. Voilà, trêve d'introduction, entre guillemets, on attaque aujourd'hui le thème 3 d'histoire. Le thème 3, il a un titre, la Troisième République, un régime, un empire colonial. Donc titre long, et vous l'avez compris, on va parler largement de la Troisième République, on va décrire le régime qu'est la Troisième République, et puis on va étudier aussi son empire colonial. Il y a deux parties. On attaque par la première, en toute logique. Partie 1, la Troisième République avant 1914, un régime, un empire colonial. Donc, alors, la Troisième République avant 1914, 2 points. Un régime, virgule, un empire colonial. On va attaquer par le grand A, première articulation. Grand A, la Troisième République, une refondation du projet républicain. Donc la Troisième République, virgule, une refondation du projet républicain. Notre problématique. Quelle question va nous accompagner pour cette audio capsule? On se demande comment la Troisième République s'est-elle mise en place? Voilà. Problématique assez simple. 3 parties découpées, la première en 3 sous-parties. Enfin, chacune découpée en 3 sous-parties. Bon, bref. Vous allez comprendre, je vais rentrer dans le vif du sujet parce qu'il y a pas mal de choses à voir. Moins de choses, il y a plus de choses à entendre qu'à écrire. Parce qu'il va falloir que je rentre dans des explications. Souvent, la Troisième République, c'est une période un petit peu obscure de la connaissance des Français, alors qu'elle est fondamentale pour l'histoire républicaine. Donc, petit 1, une naissance dans un contexte difficile. Ça, c'est notre première partie. On va voir que la Troisième République, elle est née dans un contexte difficile. Premier point, une humiliante défaite comme terreau. Alors, le terreau, c'est ce sur quoi on fait pousser en général des plantes ou des fleurs. Donc le terreau, c'est la base, le support. Voilà, petit rappel parce que normalement, on l'a vu. 1870, ça vous rappelle des choses. Qu'est-ce qui se passe à Sedan en 1870? Bon, la limite de cet exercice, c'est que là, je n'entends pas vos réponses. Mais normalement, il y a quelque chose qui s'inscrit dans votre tête. Ça y est? Vous l'avez? Si vous ne l'avez pas, vous mettez pause et vous relisez votre dernier cours d'histoire pour faire le lien. Le 2 septembre 1870, eh bien, c'est la date à laquelle Napoléon III il est défait à Sedan dans la guerre qu'il avait entreprise contre les Prussiens. Il est fait prisonnier. La nouvelle, elle arrive à Paris par télégraphe le 3 septembre, le lendemain. Alors, voilà, ça c'est ce qu'il faut noter. Le télégraphe, rappelez-vous, on avait vu que petit à petit, il y avait des progrès dans les télécommunications. Bah là, la preuve, la nouvelle arrive quand même assez rapidement. Il y a un jour de décalage. C'est sûr qu'aujourd'hui, avec Twitter, on serait au courant le jour même. Mais là, on se rend compte que quand même, on est passé dans une époque un petit peu plus contemporaine de notre propre histoire, même s'il y a
nous semble encore éloigné. Et du coup, il se passe quoi? C'est ce à quoi nous conduit la première diapositive. Donc la diapositive numéro 1, elle nous montre l'une des réactions. Rappelez-vous, dans cette Seconde République, il y a quand même des instances représentatives, même si c'est l'empereur qui a le pouvoir. Eh bien, cette peinture, qui a pour titre La foule devant le corps législatif au matin du 4 septembre, on la doit à Jacques Guillot. Elle a été peinte en 1870, on peut la voir aujourd'hui au musée Carnavalet de Paris. Et qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on voit une foule de gens, des Parisiens, qui sont ici devant le corps législatif. Pourquoi? Parce que il se passe un truc le lendemain du 3. Et ça, il faut le noter dans vos cahiers. Il faut même le noter en rouge. Le 4 septembre 1870, les députés modérés et radicaux proclament la République. Ça y est. Du moins, ça y est. Du moins, on déclare la République. Ça ne veut pas dire qu'il y a des institutions qui existent, mais les députés modérés et radicaux, suite à l'arrestation, à l'emprisonnement de Napoléon III, eh bien, ils proclament la République. Il y a un président temporaire qui est nommé, un militaire, parce que la France est toujours en guerre. C'est le général Louis-Jules Trochu, à qui on va confier donc le gouvernement un gouvernement de défense nationale. Je vais y revenir. Alors, remarque importante. La remarque importante, c'est qu'on passe ici donc du Second Empire à la République sans soulèvement, sans émeute. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas eu de révolution. C'est un changement de régime qui se passe sans révolution. Victor Hugo, lui, il revient à Paris le 5 septembre. Il honore sa promesse. Il avait dit quand Napoléon le Petit sera plus là, je reviens. Bon, voilà. Vous voyez que j'enrichis ici la trace écrite avec des connaissances supplémentaires. Il ne faut pas tout noter. Ici, l'important à retenir, c'est que le 4 septembre 1870, les députés modérés et radicaux, ils ont proclamé la République. Alors, évidemment, vous l'avez compris, République, là, la définition, elle doit être notée dans votre cahier et elle doit être apprise par cœur. C'est l'une des notions qui va évidemment avec le chapitre. Le mai. Le mai, je vous l'ai dit, la guerre, elle n'est pas terminée. Elle a toujours lieu, cette guerre. Alors, on a 120 000 recrues des départements qui sont encore mobilisables, auxquels vont s'ajouter près de 250 000 volontaires qui se constituent en tant que garde nationale. Alors, ces volontaires, ils veulent combattre pour la France. Et ça va plus loin que ça encore, parce qu'ils vont donner de l'argent. Et avec cet argent, on va fondre. On va fabriquer des canons de la garde nationale. La guerre n'est pas terminée. On a des Prussiens qui sont en marche vers Paris. Ils vont occuper le nord de la France, une partie importante de l'Est, et puis le siège de Paris, lui, va débuter le 19 septembre. Donc, Paris est assiégée. Elle est encerclée. Alors, encerclée, c'est un grand mot. En fait, l'essentiel des troupes allemandes sont postées, prussiennes, parce qu'elles ne sont pas encore allemandes pour le coup, elles sont stockées à l'est de Paris. Et on a un siège qui débute, qui va durer. Et donc, tout ça, vous ne le notez pas. Mais ce siège, il est difficile. Je vous invite à regarder la diapositive numéro 2. Cette diapositive numéro 2, elle est là pour illustrer. Alors, on a une gravure ici qui est anonyme, on ne connaît pas l'auteur. Et elle nous montre quoi? Eh bien, elle nous montre un magasin. Un magasin pas comme les autres. Pourquoi? Parce que regardez bien, quels sont les produits qu'on y vend. En fait, c'est une boucherie, mais c'est une boucherie un petit peu particulière. Parce qu'on peut y acheter de la viande de rat, de la viande canine, c'est-à-dire de la viande de chien, et de la viande féline, c'est-à-dire de la viande de chat. On est dans un siège qui est difficile. On a faim et on manque de nourriture. Et donc, on va manger tous les animaux qui traînent. Victor Hugo, quand il écrit à propos du siège de Paris, il a écrit « On mange de l'inconnu ».
Donc il y a tout, on mange, mais finalement on ne sait pas vraiment ce qu'on est en train de manger. Alors, si on ne sait pas tout ce qu'on est en train de manger, il y en a certains qui sont bien connus. C'est-à-dire que les animaux du jardin d'acclimatation, ils vont passer à la casserole. Notamment 2 éléphants qui étaient des vedettes du jardin d'acclimatation, Castor et Pollux. Donc quand vous voyez dans un film une référence à Castor et Pollux qu'on va manger, et qu'on vous dit qu'on va les manger, ou manger Castor ou manger Pollux, c'est une référence à cette période dans un film français, hein, bien sûr. Castor et Pollux, ce sont aussi des références à l'Antiquité. C'est pas par hasard qu'on avait donné ces noms-là aux éléphants. Alors on revient à la trace écrite. Là, je vous ai parlé de la situation à Paris et du siège. Vous pouvez noter que le siège il est difficile. Mais je pense que la diapositive va suffire à marquer vos esprits et à l'enregistrer. Du moins, je l'espère, si vous oubliez Castor et Pollux. En province, la guerre elle tourne à l'avantage des Prussiens. Et les Prussiens, ils vont débuter à partir de janvier le bombardement de Paris. C'est-à-dire qu'il va y avoir des tirs réguliers d'obus sur la ville de Paris. Alors, d'obus, c'est un peu exagéré, on n'est pas encore sur les obus de 1914, mais on a des bombardements à coups de canon sur la ville de Paris. Il faut savoir que ces bombardements, ils vont durer presque 3 semaines. Quoi retenir d'autre? Diapositive numéro 3. Cette diapositive ici, c'est un tableau qui a été peint par Anton von Ferne, qui s'appelle la proclamation du Deuxième Reich. Alors là, pour l'instant, vous notez pas, hein, vous écoutez mes explications, vous regardez la diapositive. On voit quoi? En fait, on voit des Prussiens qui sont dans la galerie des glaces. Peut-être certains d'entre vous ont reconnu, la galerie des glaces, elle est au sein du château de Versailles, donc en France, symbole de Louis XIV et de son pouvoir. Et dans cette galerie des glaces, eh bien, que célèbrent ici les Allemands, hein, ce sont des Allemands, vous voyez, enfin des Prussiens, eh bien, ils célèbrent la naissance du Deuxième Reich, du Deuxième Empire. Le premier empire, c'était le Saint-Empire romain germanique que vous avez étudié en second. Alors, il y a un petit paradoxe entre guillemets ici. C'est-à-dire qu'en fait, ils viennent d'enterrer le Deuxième Empire français et ils déclarent leur Deuxième Empire à eux. Bon, ça permet de retenir les choses et de fixer en général les idées. Alors nous, on note quoi? On note qu'il y a un armistice qui est signé à Paris fin janvier 1871. En fait, bon, il est signé le 26 et il est mis en application le 28. Hein, parfois, dans certains manuels, vous avez des dates. 28, 26. Bon, il est signé le 26, il est mis en application le 28. Si vous retenez qu'un armistice est signé à Paris fin janvier 1871, c'est déjà très bien. Alors pourquoi il est signé? Parce que les tentatives militaires de sortie, elles ont échoué. Il y en a eu, elles n'ont pas marché. Pire, oui, il y a eu pire. Il y a eu des fusillades le 26 entre ceux qui étaient partisans d'une nouvelle attaque et ceux qui étaient partisans de faire la paix. C'est-à-dire que les combattants, entre eux, ils sont pas d'accord. Il y en a qui veulent, enfin les Français et les Parisiens entre eux, ils sont pas tous d'accord. Il y en a qui veulent arrêter le combat, il y en a d'autres qui veulent continuer. Du coup, vous comprenez bien que ce n'est pas tout le monde qui a signé cet armistice. En fait, cet armistice, et ça on va le noter, il est signé par les modérés. Et il y a des conditions fixées par les Prussiens. Et dans ces conditions, eh bien, il y a l'annexion de l'Alsace, d'une partie de la Lorraine et d'une partie de la Moselle. Alsace, Lorraine, Moselle sont annexées. Il y a partie de Lorraine et Moselle. Et ça, c'est pas la peine de le noter, mais on le retient. Pour beaucoup de Français, c'est une sensation d'humiliation. C'est-à-dire qu'on perd, on signe l'armistice, les Allemands ils célèbrent dans le château de Louis XIV la naissance du Deuxième Empire. Bon, pour les Français, là, c'est un peu la catastrophe. Hein. Le représentant politique, alors là, on le note, hein, le représentant politique de l'Allemagne, il s'appelle Otto von Bismarck, Otto, O de Théo, plus loin von, V-O-N, Bismarck, B-I-S-M-A-R-C-K.
Alors Otto von Bismarck, c'est le chancelier confédéral. Ça, vous n'avez pas besoin de le noter. Lui, alors chancelier confédéral de l'Allemagne du Nord. Passons. Otto von Bismarck, il veut signer, mais il veut signer avec des élus. Et là, le problème, c'est qu'on a une troisième république qui vient d'être décrétée, enfin pas décrétée, mais qui a été proclamée, mais il n'y a aucun texte, pour l'instant, qui explique comment elle fonctionne. Et il n'y a aucun élu. Donc, dans la hâte, sont organisées des élections législatives. Pourquoi dans la hâte ? Parce qu'on était en janvier, fin janvier 1871, et on organise les élections pour février 1871. Ça va donc très vite. Si vous regardez la diapositive numéro 4, sur cette diapositive, vous avez les résultats des élections. Et qui a la majorité ? Eh bien, vous le voyez, ce sont les bleus. Ceux qui sont assis à droite de l'hémicycle, et on retrouve qui ? Tout à droite les légitimistes, donc les partisans d'un roi, mais pas le même que ceux qui sont les orléanistes. Donc, on a les orléanistes et les légitimistes qui sont des députés qui sont favorables à un régime monarchique, mais qui n'ont pas le même candidat, soutiennent pas le même candidat, on va y revenir. S'ajoutent en vert les bonapartistes, et puis ensuite on a les libéraux, les républicains modérés et les républicains radicaux. C'est-à-dire que ceux qui ont déclaré la République, rappelez-vous, eh bien, ils sont au moment de l'élection en minorité par rapport aux autres. Là, il y a quand même quelque chose d'important qu'on va noter. Ces élections, elles consacrent la victoire des monarchistes. Celui qui est nommé chef du gouvernement, il s'appelle Adolphe Thiers. Alors Adolphe, A-D-O-L-P-H-E, et Thiers, T-H-I-E-R-S. Donc il devient le chef du gouvernement, et Adolphe Thiers, c'est un partisan de la paix avec les Prussiens. Alors les monarchistes, ils sont majoritaires. Et ils sont majoritaires en province. Mais pas à Paris. Puisqu'à Paris, ceux qui sont majoritaires, ce sont les républicains. Or, les Parisiens et les républicains, du moins une grande partie des républicains, ils sont pour continuer la guerre. Bon, mais ce sont les monarchistes qui ont gagné les élections. Et ils vont installer leur gouvernement. Et où est-ce qu'ils vont installer leur gouvernement ? Eh bien, à Versailles. Ce sont des monarchistes. Rappelez-vous, Versailles, c'est le château du roi. Alors, ça on le note pas, mais on l'a dit, les Parisiens, pendant le siège, ils ont souffert. Ils ont beaucoup souffert. Et ils ont attendu une aide de la province. Et cette aide, à leurs yeux, aux yeux d'une majorité de Parisiens, elle n'est pas venue. Et du coup, ils vivent le résultat de ces élections comme une trahison de la province à l'adresse de Paris et donc d'eux-mêmes. Alors, on attaque le deuxième point. La Commune de Paris. Bon, vous n'allez pas le noter, mais il faut l'entendre. Qu'est-ce qui va ajouter de la colère chez de nombreux Parisiens ? Le nouveau gouvernement, il va supprimer la solde des gardes nationaux. En fait, les gardes nationaux, ils touchaient de l'argent. Or, c'était leur seule ressource. Pourquoi ? Parce que les ouvriers sont au chômage pendant le siège. Et ça va... ils vont aller plus loin que ça encore, les députés, parce qu'ils vont rendre aussi, le gouvernement, ils vont rendre de rechef exigible le règlement des loyers. C'est-à-dire que jusqu'à présent, les loyers, ils étaient mis en suspens. Et là, d'un coup, on dit, non, il faut les payer. Donc tout ça, ça génère des tensions à l'intérieur des habitants de Paris. En plus, les troupes allemandes, elles vont défiler dans Paris, défiler pour leur victoire. Elles le font le 1er mars. Bon, cependant, elles vont bien se garder de s'aventurer au-delà de la Concorde. En fait, elles vont descendre les Champs-Élysées, puis elles vont arrêter à la place de la Concorde leur défilé. Pourquoi ? Parce qu'il y a encore une partie des Parisiens qui est hostile au gouvernement, et donc à la paix. Or, ces Parisiens, ils contrôlent encore Paris.
évolution, c'est que le 3 mars, la garde nationale elle va se donner le statut de fédération. Ils vont s'appeler comme ça. Alors nous, on note quoi? On note qu'en mars 1871, on a Thiers qui ordonne que soient récupérés les canons de la garde nationale. Rappelez-vous, ces canons, ils ont été fabriqués avec l'argent des Parisiens, c'est pas l'argent de l'État. Et ça, c'est l'étincelle qui déclenche à Paris une guerre civile. Une guerre de Français contre des Français. Il y a un soulèvement qui s'organise et les Parisiens vont élire leurs propres représentants d'une institution qu'ils vont appeler la Commune de Paris. Et on va appeler les partisans de la Commune de Paris les communards. C-O-2-M-U-N-A-R-D-S. Alors, Commune de Paris, ça vous le notez pas, mais normalement ça vous rappelle la Révolution française et le gouvernement révolutionnaire de Paris qui s'est mis en place après la prise de la Bastille. L'expression de communard, elle est plus contemporaine. À l'époque de la Révolution française, on ne parle pas des communards. Les communards, ils sont divisés, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas tous les mêmes idées politiques. Et il y a quelque chose qui est significatif quand même, c'est que les communards, ils vont remplacer le drapeau tricolore par le drapeau rouge. La couleur des révolutionnaires. La couleur des ouvriers révolutionnaires. Diapositive numéro 5, on complète notre cours. Cette diapositive, elle montre ici la guerre civile, l'évolution de la guerre civile au sein de Paris, et on voit qu'on a un combat avec deux camps. Les Versaillais contre les communards. Versaillais, pourquoi? Parce que le gouvernement, rappelez-vous, il est à Versailles. Or, Versailles, c'est à l'ouest de Paris, au nord-ouest de Paris. Et on a donc une guerre dans Paris entre les Versaillais et les Parisiens, et on voit l'évolution du front qui va se déplacer d'ouest en est avec des exécutions commises par les Versaillais et par les communards, car des deux côtés, il y a eu des exécutions, mais les plus gros massacres ont été commis par les Versaillais, on va en reparler. Donc on note que la commune, elle est écrasée dans le sang. Du 21 au 28 mai 1871, on parle même de la semaine sanglante. Elle fait au moins 10 000 morts, cette semaine. Et s'ajoutent des condamnations. On condamne à mort, on condamne à la prison, on condamne à la déportation. C'est le cas, par exemple, de Louise Michel. Il y a des exécutions qui sont sommaires, c'est-à-dire que, par exemple, il y a une bataille dans le cimetière du Père-Lachaise qui est très célèbre, dans la mémoire des communards, et à l'issue de ce combat qui est gagné par les Versaillais, on va fusiller sur un mur, le long du mur du cimetière, les soldats qui se rendent et qui étaient les communards. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas de prisonniers là. On exécute les soldats qui ont été capturés. Voilà pourquoi, quand vous vous promenez à Paris et que vous passez près du cimetière du Père-Lachaise, vous pouvez retrouver encore aujourd'hui des inscriptions à la mémoire des fédérés, des plaques commémoratives, et puis régulièrement, il y a des bouquets de fleurs qui sont déposés à la mémoire des communards. Troisième point. L'échec de la Restauration. Bon, nos élus monarchistes, leur projet, c'est de remettre la monarchie au goût du jour. Thiers, il entreprend la réorganisation du pays. Mais, il finit par affirmer désormais son attachement à la République. Coup de théâtre. Celui qui est le chef du gouvernement, alors que la majorité des députés sont monarchistes, dit que la République, c'est le régime qui nous divise le moins. Ça, c'est la petite phrase qu'il a prononcée. Alors, pour les monarchistes, c'est pas acceptable. Ils vont l'écarter du pouvoir. Donc, Adolphe Thiers n'est plus le chef du gouvernement, n'est plus le président. Ils vont faire appel à Patrice de MacMahon. Alors, Patrice, P-A-T-R-I-C-E, Mac,
M-A-C, comme les hamburgers, et Mahon, M-A-H-O-N. Alors, Patrice de MacMahon, c'est un nom bien français. MacMahon, parfois on se dit, ah bah il est pas français. Si, il est bien français. Bon, on l'a dit, et on a étudié, rappelez-vous la diapositive, avec la diapositive précédente, avant celle de la guerre la guerre civile parisienne liée à la Commune, que les monarchistes, ils étaient divisés. Bon, vous le notez pas, mais on a vu qu'il y avait des légitimistes. Alors les légitimistes, ils sont pour le comte de Chambord, c'est le petit-fils de Charles X. Et puis, de l'autre côté, on a les orléanistes, ceux qui sont les plus nombreux et qui sont pour le comte de Paris, le petit-fils de Louis-Philippe. C'est pourtant le moins bien placé des deux pour prétendre à la cour. Alors, ça on le note par contre, c'est que MacMahon, il va unifier les conservateurs autour d'un projet. Son projet lui donne un nom, il appelle ça la restauration de l'ordre moral. Le paradoxe, c'est que ce projet, eh bien, il va favoriser l'union des républicains. Des républicains dont une grande partie, finalement, ils n'avaient pas pris position lors de cette guerre civile, ni pour les Versaillais, ni pour les communards, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'ils sont opposés à ce projet de restauration de l'ordre moral. Alors, on a dit, il y a deux rois possibles. Il va falloir se mettre d'accord. Il va falloir les réconcilier, ces deux candidats. La diapositive numéro 6 illustre cette réconciliation. En fait, ceux qui ont le moins de députés ont le candidat qui va être le plus prompt à prendre la couronne. C'est le comte de Chambord qui va arriver à faire ranger derrière lui le comte de Paris. Le problème, entre guillemets, c'est que tout le monde est prêt, enfin tout le monde, les députés sont prêts, c'est limite si la couronne et la cérémonie est en train de se préparer, mais le comte de Chambord, il est intransigeant. C'est-à-dire que lui, il veut à tout prix que le drapeau national, ça soit le drapeau blanc. On lui dit, bon, écoute, non, ça va pas être possible, là, et lui dit, ah, moi, je veux le drapeau blanc. Bref, ça va raviver les divisions de monarchie. Lui, il dit, s'il n'y a pas le drapeau blanc, moi, j'y vais pas. Et donc, c'est la stupeur, parce que, finalement, il y va pas. Il y a d'autres élections qui sont organisées, les cantonales et les municipales en 1874, et ça, par contre, vous notez. Vous notez que au cours des différentes élections qui sont organisées, les républicains, petit à petit, eux, ils progressent. Et les orléanistes, ils vont finir par voter avec les républicains. En 1875, même si la majorité reste conservatrice, il y a des lois constitutionnelles qui sont adoptées. Et ça, c'est un tournant 1875. Ça fait 5 ans qu'il n'y a pas de texte juridique pour qualifier cette structure. Elle a été appelée République en 1870, après la bataille de Sedan. Fin de la bataille de Sedan. Mais depuis on n'utilise pas le mot République. On est dans un régime, mais c'est une république, mais on n'en voit pas la forme. Eh bien, il y a un amendement qui est décrété en début de l'année 1875, le 30 janvier, si on veut être vraiment précis. Donc tout ça, vous ne le notez pas. C'est pas du détail, mais si vous notez tout ça, votre cours il va être gigantesque, mais c'est important pour bien comprendre ce qui se passe. En fait, il y a écrit quoi dans l'amendement Vallon ? Il y a écrit « Le président de la République est élu à la majorité des suffrages par le Sénat et la Chambre des députés réunis en Assemblée nationale. Il est nommé pour 7 ans. Il est rééligible. » Cet amendement, Wallon, il est voté à 353 voix contre 352. Bon, vous voyez, encore une fois, une seule voix peut changer le destin de l'histoire, entre guillemets. Rappelez-vous, à une voix près, Louis XVI était condamné à mort. À une voix près est adopté l'amendement Wallon qui fait que la Troisième République naît. C'est l'échec de la Restauration.
On passe à la deuxième partie. Petit 2, un régime démocratique. Un régime démocratique, et on attaque par le premier point, un régime parlementaire. Et on attaque encore, alors, on va attaquer par une diapo. Que dire sur un régime parlementaire? En fait, régime parlementaire, c'est une expression qu'on mobilise pour parler d'un pouvoir législatif qui contrôle le pouvoir exécutif. Donc, quand on regarde la diapositive numéro 7, c'est l'organigramme du fonctionnement de cette troisième République qui reprend, regardez bien, ce qui a été proposé comme texte constitutionnel, comme amendement qui crée une organisation. Donc, la Troisième République, c'est un régime parlementaire. On a deux instances qui sont constitutives de ce qu'on appelle l'Assemblée nationale. La Chambre des députés, dont les membres sont élus au suffrage universel direct, et le Sénat, dans lequel on a des élus qui sont des élus indirects. Ça marche? Bon, ils font quoi? Elle fait quoi cette Assemblée nationale qui est composée de deux chambres? Elle vote les lois, elle investit et contrôle le gouvernement. Voilà pourquoi c'est un régime parlementaire. C'est elle qui fait le gouvernement. Et puis on a un président de la République, donc qui est élu par les deux chambres, qui a des pouvoirs réduits, mais il a quand même un truc important quand on regarde bien ce schéma. Bon, il nomme le gouvernement, qui est investi donc par l'Assemblée nationale, mais il a aussi le droit de dissolution sur la Chambre des députés. Il peut la dissoudre. Donc c'est pas un petit pouvoir, il a un sacré contre. Donc c'est un régime parlementaire. Deuxième point, la victoire des Républicains. Victoire des Républicains. On change de diapositive, on passe à la diapositive numéro 8. Cette diapositive, elle permet d'étudier l'évolution de la structure des députés de la Chambre. Et on constate quoi? On constate que les légitimistes aux élections de 1876, ils sont plus très nombreux, on a 24 députés. Les orléanistes ont encore des députés, 40. Les bonapartistes sont plus nombreux que les orléanistes. Et puis commence à se constituer un centre droit, finalement, des députés qui ne sont plus ni bonapartistes, orléanistes, ni légitimistes, mais qui sont quand même un petit peu conservateurs. On a un centre-gauche, on a une gauche républicaine, composée de 193 députés. Ça y est, elle compte. Et puis on a l'Union républicaine qui s'ajoute. Donc si on ajoute l'Union républicaine et la gauche républicaine, on se rend bien compte que les républicains sont devenus majoritaires. Ça il faut le noter. En 1876, les républicains, ils deviennent majoritaires à la Chambre. Alors attention, quand on dit républicain ici, ça n'a rien à voir avec le parti républicain d'aujourd'hui. Là, les républicains, ce sont les partisans de la République. Voilà pourquoi ça a soulevé beaucoup de tollés de la part des autres partis quand le parti des républicains s'est appelé les républicains, puisque les autres partis sont majoritairement aussi des partis républicains. Bon, ces républicains, ils vont entrer en concurrence avec McMahon. McMahon, il va renvoyer un ministre républicain et va le remplacer par un monarchiste. Du coup, la Chambre, elle ne vote pas sa confiance au gouvernement. Le président utilise son droit de dissolution et il dissout. Du coup, nouvelles élections. Et à cette nouvelle élection, rebelote, nouvelle victoire des républicains. McMahon est pris au piège. Il démissionne. Alors ça, vous ne le notez pas, mais il y a un nouveau président qui va prendre sa place. Il s'appelle Jules Grévy. Et par rapport à McMahon, lui, il n'osera pas dissoudre la Chambre. En fait, McMahon, c'est le seul qui l'a fait. Et la Chambre, elle va devenir de fait, comme plus personne n'osera dissoudre la Chambre, plus aucun président, chef de gouvernement n'osera dissoudre la Chambre, il va devenir le centre de la vie. Elle va devenir la Chambre le centre de la vie politique. Alors, les républicains, ils vont transférer les chambres
des assemblées nationales de Versailles à Paris. C'est-à-dire que pour eux, non, c'est fini le symbole monarchique. Hop, on retourne au cœur de Paris, on retourne chez nous. Versailles, c'est pas chez nous. On est des républicains, on n'est pas des monarchies. Il faut effacer aussi le souvenir de la répression de la Commune et des Versaillais. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'on assimile la République aux Versaillais. Et là, on va comprendre que c'est un petit peu un point de crispation quand on va avancer dans le coup. Le point suivant, troisième point de ce petit 2, l'établissement de liberté fondamentale. Établissement de liberté fondamentale. Bon, on va noter quoi? Ça va faire un petit peu listing, mais la République, elle va étendre les libertés fondamentales. C'est le vœu des républicains. Alors, des exemples. En 1881, c'est la liberté de réunion et loi sur la liberté de la presse. Liberté fondamentale, droit de se réunir, droit de publier ses opinions. On est ici dans des libertés fondamentales. 1884, on a le droit de fonder un syndicat, c'est la loi Valdec-Rousseau. 1901, ça sera la liberté d'association. On est dans des libertés fondamentales. Liberté fondamentale, tiens, voilà une définition qu'il faut noter et apprendre par cœur. Donc je vous laisse là en recopier, elle est dans votre mail. Comme on a le droit de se réunir, comme on a le droit d'écrire ce qu'on pense, eh bien va se développer une presse, va se développer une opinion publique, et on a des débats politiques qui sont tranchés au moment du vote par les citoyens. C'est la mise en place d'une démocratie. Le peuple, eh bien, il va choisir. Il est souverain. Donc démocratie, c'est une définition à noter dans vos cahiers, à recopier à partir du manuel. Je vous laisse le faire. Alors on attaque la dernière partie, petit 3, l'enracinement des idées républicaines. 3 parties, encore une fois, et on va commencer par le rôle de l'école. Et pour ce faire, on va ouvrir nos livres pour s'intéresser au document 1, la page 81. Bon, ce document, il vous montre l'école républicaine. Pourquoi ? Parce que l'école joue un rôle central dans cette Troisième République. La Troisième République, c'est l'école de Jules Ferry. Et cette école de Jules Ferry, elle est symbolisée par des lois majeures. La loi de 1881, celle qui rend l'école gratuite, et puis la loi de 1882, où l'école devient en sus obligatoire, de 6 à 13 ans. Ça, c'est, vous pouvez mettre entre parenthèses 6 à 13. Il y a un objectif pour Jules Ferry. L'objectif, c'est de transformer les jeunes Français en citoyens conscients. La République doit élever. L'école, ça devient aussi le lieu de diffusion des valeurs de la République. Alors, il y a une suite à l'école. La suite, c'est le service militaire, 1889. C'est-à-dire que les futurs écoliers, ce sont aussi des futurs soldats qu'il faut préparer, et qu'on va notamment préparer psychologiquement, entre guillemets, à reconquérir l'Alsace, la Moselle, la Lorraine. On a des cartes murales qui sont mises sur les murs dans lesquelles on voit la France, représenter une carte. Vous la voyez là au fond, elle prend une importance majeure. Et puis l'Alsace et la Lorraine, elle est représentée sur cette carte. C'est-à-dire, sous-entendu, elle a été volée par les Allemands, mais il faut la récupérer, elle nous attend. On a un livre qui sert de manuel scolaire aussi, qui s'appelle le Tour de France de 2 enfants, qui reprend cette idée. Donc l'école, elle a aussi un rôle nationaliste, elle sert un discours nationaliste par ses programmes à ses enfants. C'est le début de ce que certains appellent encore aujourd'hui le roman national, l'histoire qu'on donne aux Français à manger, parfois sans regard critique, pour former des citoyens empruints d'une certaine idéologie. Deuxième point, un ancrage symbolique. Avant-dernier point qu'on aborde ici. Et on va le faire au travers d'une diapositive.
Cette diapositive, c'est une peinture. C'est une peinture, cette diapositive, de Vincent van Gogh. Elle date de 1886. Elle a été peinte ici, donc elle s'appelle 14 juillet à Paris. Et en fait, les trois couleurs dominantes, vous voyez, sont les drapeaux bleu, blanc, rouge. La Troisième République, ça, c'est ce qu'on note, elle va mettre en place un ancrage symbolique de la République dans la nation. En 1879, on choisit un hymne national. On est dans le patriotisme. Alors à votre avis, c'est quoi l'hymne national? Bah oui, c'est la Marseillaise. Bon, ça c'est ce qu'il faut noter. Pour la petite histoire, dans la grande histoire, en fait, la Marseillaise, son vrai nom, c'est le chant de guerre pour l'armée du Rhin. Et elle a été écrite en 1792 par un certain Rouget de Lille. Elle a été un petit peu modifiée par la Troisième République. Il y a quelques couplets qui sont beaucoup plus guerriers et qui ne sont pas liés au texte originel de Rouget de Lille. Mais ce qui est sûr, c'est qu'au travers de ce choix de la Marseillaise, et ça on peut le noter, c'est une référence révolutionnaire qu'on mobilise pour la fête nationale. Quoi d'autre? 1880, on instaure une fête nationale. C'est quoi le jour? Bah oui, vous le connaissez là. Le 14 juillet. Alors, ça vous le notez pas, mais c'est bon à savoir. En fait, il y en avait déjà eu une fête nationale. Avant, c'était le 30 juin. On l'appelait la fête pour la paix et le travail. Mais là, on décide que la fête de la nation, elle doit avoir lieu le 14 juillet. Mais attention, pourquoi le 14 juillet? Réfléchissez, pourquoi le 14 juillet? À quoi ça renvoie? Je vous l'ai déjà dit précédemment, mais est-ce que vous vous en rappelez? Eh oui, il y a un piège. Le piège, c'est qu'on ne célèbre pas la prise de la Bastille. On célèbre la fête de la Fédération, qui elle-même était une célébration de la prise de la Bastille un an plus tard. En fait, on célèbre la fête de la Fédération qui a eu lieu le 14 juillet 1790, qui était un moment d'union et de concorde nationale, même si elle n'a pas duré. C'était un symbole, ce 14 juillet 1790, de réunion, de paix entre tous les Français avant les épisodes plus douloureux révolutionnaires qui ont suivi. C'est pas le 14 juillet, le 14 juillet, on l'a dit, c'est une journée sanglante, elle est forte en symbole, etc. Mais rappelez-vous, à la fin, on découpe, on met les têtes sur les pioches, on va consommer certains bouts de personnes tuées. Bon, c'est pas le moment le plus glorieux de l'histoire française. Bon. Ajoutons une autre diapositive. C'est la diapositive sur le buste de Marianne. Pourquoi ce choix? Bah, en fait, le choix de Marianne, c'est l'allégorie de la République. Et à partir de 1877, on va voir ce buste de Marianne qui, dans les mairies, va remplacer un autre buste, celui de Napoléon III. Donc, on est ici encore, ça faut le noter, dans une référence révolutionnaire. Alors, je vous explique rapidement. À l'époque révolutionnaire, Marianne, c'est un prénom. C'est pas Marianne, c'est Marie-Anne. Et c'est un des plus portés avant 1789. Mais c'est un prénom plutôt populaire qu'on va retrouver beaucoup chez les domestiques. Ce qui fait que pour les aristocrates, il y a un certain mépris. Pour eux, c'est un prénom, aujourd'hui on dirait beauf, si je voulais illustrer. Et donc, ces aristocrates, ils vont appeler eux-mêmes la République, à partir de 1792, Marianne. Mais dans leur bouche, le but, c'est d'exprimer un mépris. L'objectif, pour eux, c'est de disqualifier la République. Le paradoxe, c'est que les républicains, ils vont reprendre cette référence qui était mobilisée pour les disqualifier, pour en faire un signe distinctif, pour en faire une fierté. Pour eux, c'est le symbole du petit peuple. Et elle est réinspirée dans l'image avec le parallèle romain de la liberté, coiffé du bonnet phrygien, alors, qui est lui-même,
qui est lui-même emprunté à l'Antiquité. Vous voyez, il y a plusieurs, c'est comme une poupée giga, comme les poupées suisses. Vous en ouvrez une, puis il y en a une autre, et puis une autre. En fait, phrygien, ça vient de pileus, qui veut dire chapeau en latin, et c'est le chapeau que portaient les esclaves affranchis après leur libération. Une autre série de diapositives qui illustre ici l'école et la mairie. Et la mairie et l'école, c'est souvent un seul et même bâtiment qui vont être construits à cette époque de la Troisième République. Ce sont des édifices municipaux. En fait, il y a la loi de 1884, et ça, c'est important à retenir, donc à noter. C'est que la loi de 1884, elle va créer l'élection des maires et des élus locaux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la République, elle pénètre aussi les campagnes qui vont avoir leurs propres représentants locaux. On élit son maire. Il n'est plus nommé directement de Paris ou indirectement de Paris par les préfectures. On est ici on choisit ses gouvernants locaux. La République, elle n'est pas qu'à Paris. Elle est aussi localement. Et les élections municipales restent un des scrutins dans lequel les Français, aujourd'hui, continuent à se mobiliser le plus. Avant-dernier document qui nous intéresse, c'est le document 2 de la page 80, que vous retrouvez dans vos livres. C'est les statuts républicaines. Alors, on va faire des statuts de la République. En Paris, on va même faire une place de la République avec une colossale statue qui met en scène la République. En fait, on la donne à voir, la République. On essaye de la rendre concrète au travers de ses œuvres d'art. Et puis, la dernière chose qu'on pourrait ajouter dans cet ancrage symbolique, c'est on va même le mettre en troisième point, entre guillemets. Troisième point, l'hommage national à Victor Hugo. Je vous ai mis dans le cahier texte un lien. Le lien, c'est une vidéo d'archives. En 1955, en fait, on a interrogé des gens qui étaient présents au moment de l'hommage national qui a été rendu à Victor Hugo. Donc je vous invite à l'écouter. Pourquoi? Parce qu'il faut que vous compreniez que c'est un grand, et ça c'est ce qu'il faut noter, c'est un grand moment républicain. En fait, la République offre des funérailles nationales à Victor Hugo, le héros de la nation. On en fait un grand moment. On veut vraiment montrer ici cette mobilisation. Alors le paradoxe, c'est que Victor Hugo, il rêvait de funérailles modestes. Pour le coup, il n'a pas des funérailles modestes. On a déjà parlé de Victor Hugo, donc il me semblait important ici de donner un prolongement à l'étude de cas qu'on a pu faire, et que vous compreniez bien ici que la République, elle se donne à voir aussi. Elle fait ici une démonstration, ça devient un moment de communion nationale. Ça ressemble un petit peu, d'une certaine façon, à la liesse populaire qu'a pu avoir se manifester après la victoire des Français à la Coupe du Monde de football. Sauf que là, évidemment, c'est la République qui organise, mais c'est ce même moment de liesse nationale. Alors, quand on rend hommage à quelqu'un, c'est pas forcément un moment de liesse, mais c'est une grande fête. Et tout le monde se sent investi dans ce moment, du moins presque tout le monde. Voilà, ici c'est la première partie, donc le grand A de ce cours du vendredi qui n'a pas lieu, mais qu'il faut faire comme s'il avait lieu pour qu'on finisse le programme. Et donc vous avez jusqu'à vendredi pour le consigner dans vos cahiers. Je sais que ça représente un surcroît de travail, mais j'ai pas d'autre solution. Voilà, il y a une deuxième audio capsule pour cette semaine à retrouver. Moi, je vous dis pour aujourd'hui, du moins ceux qui ont suivi cette capsule, parce qu'il n'y a pas que vous. On a aussi des spectateurs, je ne sais pas si on peut dire des spectateurs, mais des gens qui viennent écouter ce cours, qui ne sont pas de la classe, sont les bienvenus. Et puis, bientôt. Au revoir.